Puis là, on n'a jamais pensé au fait que ça se pourrait qu'on se fasse juste dire non à TV, genre. Chaque semaine, découvre des entrepreneurs passionnés et passionnants dans des entrevues authentiques et inspirantes. Ici Olivier GD, bienvenue à Passionné saison 4. Merci d'être de retour pour cette 4e saison de Passionné. C'est tellement un bonheur chaque semaine de vous voir de retour à l'écoute. Puis pas juste à l'écoute, vous commentez, vous partagez. Même, il y a des gens qui envoient les épisodes directement à des gens dans leur entourage qui se disent « Cet épisode-là, ça va inspirer cette personne-là. » Fait que quand vous faites ça, je le vois et ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup d'être de retour semaine après semaine. Pour cette saison 4 de Passionné, aujourd'hui, je reçois William Giroux, cofondateur de CaseMe, une boutique en ligne d'accessoires pour téléphone intelligent et pour ordinateur. On en parlait justement avant de commencer. J'en ai un sur mon ordinateur depuis toujours. Fait que aujourd'hui, je me gâte un peu. Je reçois le propriétaire d'une boutique en ligne pour laquelle je suis un grand client. Fait que merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi pour l'invitation, Olivier. Puis, j'ai le goût qu'on commence directement avec ce que tu me disais juste avant qu'on commence l'entrevue. Que je te disais, moi, j'étais vraiment content de te recevoir parce que, justement, je suis un client fidèle de CaseMe. Mais toi, ce que tu m'as dit par rapport à ça, en fait, je veux que tu me le répètes puis qu'on parle un peu de ça. Là. Je disais juste que ça me fait pas rire, mais comme on dirait que moi, je me considère pas comme une personne exceptionnelle. Je comprends que genre mais c'est drôle, je te dis ça, puis moi de mon bord, il y a aussi des entrepreneurs qui me font triper puis que je dois avoir la même vision de toi envers eux. C'est juste quand tu restes un éternel étudiant puis que je suis tout le temps en mode apprentissage, puis comme je suis jamais rendu au stade de me dire ok là genre j'ai beaucoup de choses à enseigner à du monde ou whatever. C'est comme c'était juste ça que ça me fait sourire plutôt que rire, mettons. OK, je comprends. En fait, toi, avec CaseMe, ça fait depuis 2000... j'ai oublié de me noter l'année 2016 que l'entreprise CaseMe existe. Au départ, l'entreprise a commencé dans un sous-sol de chalet en Beauce. Elle a passé à travers tout plein d'étapes, dont les dragons. Peux-tu me parler un petit peu, en fait, j'ai hâte que tu me parles de ça en particulier, mais je veux surtout commencer à savoir, c'était qui William Giroux avant CaseMe? Excellente question. William Giroux avant CaseMe, il y avait... En fond, moi, je viens de la Beauce, j'ai grandi à Saint-Georges, en Beauce. Puis l'entreprise est encore à ce jour à Saint-Georges. Puis c'est ça, moi j'ai joué au football pendant tout mon secondaire. Je voulais aller jouer collégial, puis finalement je me suis brisé le cou dans ma dernière saison. Fait que j'ai décidé de prendre la décision d'aller étudier à Québec, d'aller au cégep de Sainte-Foy, puis de mettre le football de côté. Parce qu'avec des commotions cérébrales puis des problèmes de cou, c'était comme à un moment donné ça va être correct. Puis je dirais qu'au cégep, je me cherchais vraiment. Là, j'étais un gars qui aimait faire le party et tout, puis j'avais pas vraiment d'intérêt dans bien des choses. Tu savais pas exactement où tu voulais t'en aller justement après le football puis après le cégep. C'était une période particulière dans le sens que je profitais de la vie, je me faisais des nouveaux amis, j'aimais ce que je faisais, mais j'avais pas de désir en particulier de faire quelque chose. Il y a le classique d'aller étudier en administration après, puis c'est ce que j'ai fait ultimement, mais je dirais que j'ai eu un déclic au cégep de comme on avait fait une simulation boursière, puis j'avais gagné la compétition du cégep de Sainte-Foy, puis je me suis dit, crème, j'aime vraiment ça, mais moi, quand j'étais jeune, j'avais de la misère à l'école, beaucoup. Puis je dirais que c'est quand j'ai eu ce déclic-là que je me suis dit, OK, je suis quand même capable de faire des trucs, même si c'est des chiffres. Genre, j'avais coulé des cours de maths quand j'étais au secondaire. Mais c'était-tu... Parce que souvent, quand ceux qui vont aller en admin, justement, directement au cégep, ils vont avoir un peu un esprit entrepreneurial en eux. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu avais un peu déjà à cette époque-là ou pas du tout? Oui. Après, c'est comme, tu peux avoir l'esprit entrepreneurial, mais je me disais pas absolument, c'est sûr, je vais me lancer une business. Ceci étant dit, ma mère m'a dit récemment que... En fait,
j'ai parlé de ça avec ma mère, puis j'avais parti une mini compagnie quand j'étais kid. Ça s'appelait Will aux herbes, puis j'allais enlever des mauvaises herbes chez mes voisins, genre, dans la période des pissenlits, genre, en fin Ouais. d'année. Puis, fait que c'est ça, mais sinon, ma famille, c'est des entrepreneurs. Ça fait que j'ai quand même baigné là-dedans depuis que j'étais jeune. Puis, moi, ça a plutôt été un concours de circonstances avec Case Me. Je finis mon bac. Je décide d'aller travailler. Je travaille en ingénierie chez WSP, puis au développement des affaires. Fait que je suis quand même quelqu'un qui, à la base, aime la vente, aime Mhm. le démarchage et tout. Puis c'est là que j'ai rencontré mon partenaire, Gabriel Bolduc, avec qui j'ai cofondé Case Me. Mais l'histoire est que lui, pendant son université au HEC à Montréal, il avait mis sur pied un projet d'affaires qui s'appelait Case Me. Puis le but, c'était de faire ce qu'on fait actuellement aujourd'hui. OK. Puis c'est ça, nos deux blondes conjointes étaient bonnes amies dans ce temps-là. Puis un soir, on est allé prendre une bière ensemble au Oktoberfest en 2015 à l'Université Laval. Puis c'est là que Gabi m'a expliqué comme son idée derrière ça. Puis je me suis dit, crème, ça m'intéresse vraiment d'avoir un projet, justement, même si c'était quelque chose qu'on faisait à la base juste on the side, ben ça a été une Fait que belle révélation. est-ce que tu dirais qu'en partant, vous vous dites que c'est un projet on the side qu'on on sait pas où ça va mener à quelque chose, ou déjà en partant, vous misez, on le fait à temps partiel, mais le but c'est que ça aille loin. Est-ce que vous aviez des attentes en fait? Ben, tout début, on n'avait pas vraiment d'attente, mais rapidement, tu réalises comme le potentiel que ça peut avoir, même si c'est une petite business qu'on fait dans le sous-sol d'un chalet en Beauce. Euh, Fait que je pense que c'est avec certaines étapes qui sont arrivées que là, on s'est vraiment dit, OK, on tient de quelque chose qui nécessite notre attention à 100%. Fait que moi, j'ai été le premier qui a lâché sa job pour me consacrer à Case Me, puis je pense que peut-être un an plus tard, Gab a suivi. Là. OK. Puis c'était quoi le feeling quand vous vous êtes installé dans le fameux sous-sol en Beauce, puis vous vous êtes dit, OK, là, on part. C'était quoi le feeling à ce moment-là? Ben, c'était déjà comme parti, dans le fond. Gab, il avait déjà commencé à travailler le projet. Puis quand je me suis joint, tout le setup en bas était déjà fait. Euh, mais ça reste que le feeling était particulier. On dirait que, genre, moi, à ce moment-là, j'habitais à Québec. Ça fait que je descendais en Beauce voir ma mère qui habitait là aussi, encore. Mais comme j'allais à T'allais notre. surtout aller travailler sur le Exact, c'est projet. OK, je ça. comprends. Puis je me souviens le feeling de comme tu bâtis de quoi pour Mhm. toi. C'était vraiment quelque chose de beau. Puis. D'excitant. Je pense qu'on a cette énergie-là quand on est encore jeune, toi puis moi, mais à 21, 22, 23 ans, il n'y en avait pas de problème. Puis ma blonde était super supportive par rapport à ça, de comme aller faire mes trucs. Puis ouais, c'était Est-ce que ce vraiment une belle feeling-là période. que ça pouvait prendre de l'ampleur, c'est quelque chose qui s'est bâti un petit peu à tous les jours en voyant qu'il y avait de l'intérêt, il y avait des clients, il y avait... Est-ce que ça s'est bâti juste simplement à tous les jours, ou est-ce qu'il y a eu un moment, un genre de déclic de OK, là on est sur quelque chose qui pourrait être vraiment hot. Est-ce qu'il y a eu ce déclic-là à un moment donné? Bonne question. On dirait que je me souviens pas s'il y a un moment en particulier. Je me souviens à un moment donné qu'on était allé à Toronto, mon partner puis moi, pour un trade show d'accessoires mobiles. Puis on marchait dans les rues de Toronto, puis on s'était dit, hey, imagine un jour quand on va vendre 1000 pièces par jour, genre. Mais à ce moment-là, on était Gab et moi. On avait ma mère qui nous aidait part-time à faire de la production. On a eu des premiers employés ici et là, mais pendant un an et demi, quasiment 2 ans, on était une mini-équipe à juste faire ça les soirs, les fins de semaine, etc. là. OK. Puis, euh, en fait, moi, ce que j'étais curieux de savoir aussi, c'est ta curiosité à toi là-dedans. C'est quoi qui est venu te chercher dans ce projet-là, qui t'a donné le goût de dire, OK, j'embarque avec Gab, on s'en va faire ça. Ben, je dirais que c'était l'inconnu de tout ça, genre OK. le feeling de te lancer dans le vide, dans quelque chose que tu as peut-être eu le même feeling quand tu es parti Mhm. ta compagnie, mais tu sais, tu prends une décision de façon comme consciente que je me lance un peu dans le vide, puis je sais pas trop comment le faire. C'est la première fois que tu l'as fait. Fait que je dirais la curiosité de faire un projet qui me permettrait de me prouver à moi que je suis capable de faire certaines choses que je pensais peut-être jamais être capable de faire. Le désir aussi
de bâtir une entreprise qui a des valeurs qui sont axées avec les miennes, celles à mon partner, puis d'avoir une vision commune de, OK, quand on a réalisé vraiment qu'on avait le potentiel, c'est comme, on est-tu capable de le faire pour vrai? Puis je dirais que ça a toujours été quelque chose qui m'a animé de comme continuer. Puis là, maintenant, de bâtir une équipe avec des gens qu'on adore, avec qui on peut passer du temps à chaque semaine. Il y a de quoi être vraiment beau, puis d'humain à bâtir une business. Euh, Fait que ouais, je dirais que c'est ça. Puis aussi le e-commerce en général. J'aimais le thinking de tu peux faire des ventes n'importe quelle dans ta journée. Je me souviens des Ouais. premiers matins que tu te lèves avec ton application Shopify puis que tu vois que pendant que tu as dormi, il y a des étuis qui se sont vendus. T'es comme, OK, c'est malade ça. Fait que ouais, c'est un mix de tout ça. Tu as parlé des valeurs de l'entreprise un petit peu. J'aimerais qu'on parle plus de ça un petit peu. Je sais que notamment les valeurs écologiques sont quand même importantes chez vous. Euh, Pourquoi c'est important pour vous, ces valeurs-là? Puis qu'est-ce que vous faites en fait pour les mettre de l'avant puis pour les embrasser un peu plus? Ben ça, c'est le cas je trouve qui est magnifique des nouvelles business qui se lancent dernièrement, que tu vois que les cofondateurs, cofondatrices sont vraiment axés sur ces valeurs-là parce que c'est vraiment, selon moi, quelque chose qui intéresse aussi les clients à la fin de la journée. Mais nous, quand on a parti Case Me, c'était tellement un projet on the side, puis ça a pris de l'ampleur, mais à ce moment-là, on n'avait pas réalisé qu'on avait pris plein de décisions qui étaient peut-être pas nécessairement axées avec certaines de nos valeurs. As-tu un exemple? Ben, je dirais, où est-ce que tu sources, mettons, tes matériaux à la base? OK. Est-ce que les entreprises avec qui tu travailles ont ces mêmes valeurs-là? Est-ce qu'ils prennent soin de leurs employés? Est-ce qu'ils font attention à l'environnement? Plein de choses comme ça. Puis aussi, le fait de lancer une business, tu veux être le plus minimaliste possible sur les dépenses que tu Mhm. peux faire. Fait que tu prends des décisions aussi niaiseuses que de dire OK, ben nos étuis qu'on va envoyer par la poste, on l'envoie dans quoi? Ben, initialement, ce qui était pas cher, c'était de mettre l'étui dans une petite pochette en plastique transparente pour pas qu'elle se Mhm. fasse graffiner dans le transport. Puis cette pochette-là, on la mettait dans une autre enveloppe qui, elle aussi, était en plastique, un peu coussinée, là. Ouais. Puis, à un moment donné, je me suis dit, il y a tellement de pollution, Ouais, ça, c'est tu sais, ça. ça fait aucun sens de mettre un étui en plastique dans un sac de plastique, dans une enveloppe en plastique. Euh, Puis je dirais que ça a été progressif, puis jusqu'à un point que je commençais à être un peu gêné de ça, de OK. moi envers moi, de dire Hey, tu participes à. Comme quasiment de la honte? Ben, pas de la honte, mais plus genre d'être conscient que tu fais partie du problème, puis que OK. tu fais rien juste parce que les profits sont supérieurs quand que tu t'en fous de l'environnement ou peu importe. Fait que c'est vraiment venu me shaker à l'intérieur. Puis dans les mêmes temps, je dirais on était peut-être rendu en 2018. J'avais participé au Culture Fest, qui est un événement organisé par Gsoft, qui s'appelle maintenant Workleap. Puis j'avais rencontré Marie-Josée de l'entreprise Prana. Puis c'était une des premières entreprises au Québec qui était certifiée B Corp. Puis pour ceux qui ne savent pas c'est quoi B Corp, c'est Ouais. une des certifications les plus sévères en termes d'impact social et environnemental, qui est basée sur 5 piliers. Fait que oui, l'environnement qui fait partie de ça, mais il y a aussi comment tu traites tes fournisseurs, comment tu traites tes employés, comment tu traites la communauté dans laquelle tu vis et euh, tes clients. Puis, ce qui m'avait frappé à ce moment-là, moi, je pensais que le plus gros impact sur l'environnement, c'était notre produit fini, qui est l'étui, une fois qu'il Mhm. est imprimé, qui est cuit et tout. Puis elle, ce qu'elle disait, c'est souvent le plus gros impact que tu as sur l'environnement, c'est par rapport à ta chaîne d'approvisionnement qui vient avant le produit fini. Fait que pense à Avant même ton. que le produit arrive chez vous Exact. pour la production. Genre, de un, il vient de où, ce produit-là? Le transport que tu utilises pour l'amener du point A au point B, c'est quoi? Tu prends-tu l'avion? Tu prends-tu un bateau, le train, peu importe? Puis après ça, ben, dans ta shop à toi, comme nous, c'est quoi que tu utilises comme matériau pour ton packaging, pour différentes Mhm. choses comme ça? Fait que ça a amené notre vision à dire ben on peut s'améliorer sur plusieurs aspects, mais ultimement, notre but, c'était d'être certifié B Corp, puis on a réussi à atteindre ça l'année dernière en
en juillet 2023. Fait qu'on a été officiellement certifié. Puis ça a été un journey qui a duré quasiment 4 ans de se rendre jusque-là. T'as dû justement te sentir fier d'avoir fait tout ce chemin-là de l'espèce de gêne, si on veut, Ouais. par rapport à ce que tu faisais, versus là, maintenant, tu as la certification que ce que tu fais, c'est bien. Ouais, ben ça, c'est comme le papier qui met le stamp of approval de comme, OK, c'est vrai, mais la beauté de la chose, c'est plus genre le sentiment que nous, on a de dire qu'on fait les choses comme ils se doivent. Puis on le fait pas pour les autres, on le fait pour nous, puis même, on essaie on en parle, mettons, sur nos médias sociaux d'entreprise, mais c'est pas là-dessus qu'on met toute l'attention parce que, selon moi, c'est quelque chose que chaque entreprise devrait faire, puis ça devrait pas être juste un moyen marketing de vendre plus de produits. Fait que ouais, je dirais que... Dans le fond, parce que si je comprends bien pour toi, le but, c'était pas d'aller chercher B Corp pour vendre plus d'étuis, c'était pour être plus fier de toi, dans le fond. C'est ça, je comprends, puis de l'entreprise que tu as bâtie, c'est ça? Ben, c'était de venir officialiser tous les efforts qu'on faisait, puis de dire, comme moi, mettons, ça fait longtemps que je connais B Corp, quand je magasine dans la vie de tous les jours, que ce soit à pharmacie que tu as besoin de t'acheter un déo, que ce soit à l'épicerie que tu hésites entre tel ou tel produit, maintenant, quand tu vois le petit sigle, le logo Je savais même pas B qu'il y avait de B Corp. Je savais même pas qu'il y en avait jusqu'à l'épicerie, OK? Ouais, il y en a à plein de places. Okay. Puis c'est comme une preuve que cette entreprise-là a été soumise à des normes super serrées sur justement impact social et environnemental. Fait que tu te dis, OK, ben cette entreprise-là a des valeurs qui suivent les miennes. Donc, ça peut t'aider à faire des choix. Ça fait que je me disais, pour les peu de personnes qui connaissent B Corp, au moins, ils vont savoir que Case Me là. Puis, c'est ça. C'est de quoi qui est valorisant aussi pour nos employés, pour nos fournisseurs. Ça nous permet de soumissionner des fois sur des projets parce qu'on fait, oui, des études pour notre vente en ligne, mais on fait aussi du B2B. On fait des études personnalisées pour des entreprises. Puis maintenant, les entreprises tiennent eux aussi à leur impact sur l'environnement. Ça fait que de travailler avec un fournisseur comme Case Me, qui est certifié B Corp, ben pour eux, c'est comme, OK, on encourage une entreprise qui est québécoise, qui produit ici, mais qui est aussi certifiée par B Corp. On a parlé surtout de l'impact écologique, mais tu as parlé aussi rapidement de l'impact social qui est important pour toi, pour Case Me. Peux-tu me parler un peu plus de cet impact-là? Qu'est-ce que vous faites concrètement dans votre communauté pour avoir cet impact social-là, justement? Ben, il y a différentes façons. Je pense que, de un, quand on s'est certifié B Corp, on a mis comme objectif qu'à chaque année, 3% de nos profits nets iraient à des causes environnementales. Fait qu'en ce moment, on travaille avec une entreprise qui s'appelle Verytree. C'est un OBNL qui a été bâti par le cofondateur de Tentree, qui est une immense compagnie de vêtements. Ouais, je connais. Qui, eux, leur modèle, c'est t'achètes une pièce de vêtement, on plante 10 arbres. Ouais. Puis ils ont tellement planté d'arbres depuis leur début qu'à un moment donné, ils se sont dit, OK, il manque de transparence pour travailler avec des entreprises que tu vas réellement savoir où est-ce que l'arbre a été planté puis de quelle façon ça a été fait. Fait que nous, on a décidé de donner 3% de nos profits pour des causes environnementales, puis on travaille actuellement avec eux. Puis pour ce qui est de l'aspect social, c'est 1,5% des profits nets qu'on remet soit en argent pour des fondations en lien avec notre communauté, principalement en Beauce, ou aussi en dons de temps avec du bénévolat de la part de nos employés. Ça fait que l'année passée, par exemple, on a travaillé avec Moisson Beauce, pour en nommer juste une, mais on a fait des campagnes aussi de financement avec la Société canadienne du cancer. J'ai vu la SPCA aussi. Oui, SPCA. T'sais, au fil des années, à chaque fois, on se dit toutes les causes sont bonnes, puis comment qu'on peut aider, peu importe laquelle. Aider un peu tout le monde. Exact. Okay. Puis sinon, ben, on travaille aussi avec un organisme en Beauce qui donne des emplois à des gens qui ont des handicaps légers ou lourds, qui fait qu'ils ont de la misère à se trouver des emplois. Fait qu'on a à peu près 4 personnes à temps plein qui ont des handicaps, qui nous aident à faire du packaging, qui nous aident à bref, rendre une expérience client qui est incroyable. Fait qu'on est vraiment chanceux de pouvoir travailler avec cet organisme-là. Puis c'est le genre de choses que tu te dis,
socialement, comment qu'on peut être un bon citoyen corporatif, puis comment qu'on peut faire du bien autour de nous, d'aller donner des conférences dans des écoles. Je te disais que j'avais de la misère au secondaire. Je me suis donné comme mission de comme, hey, le petit Will de secondaire 2, il aurait aimé ça, peut-être savoir que c'est quelque chose qui existe quand que tu viens pas nécessairement de ce domaine-là. Fait que c'est une des autres choses que j'aime faire. Les Dragons, l'expérience de participer aux Dragons en 2018, tu me diras si je me trompe, j'ai l'impression que c'est vraiment ça, votre passage à l'émission, qui a fait exploser l'entreprise, qui l'a fait amener à un niveau supérieur, mais il me semble que vous n'avez même pas eu de deal. Juste le feeling après l'enregistrement, là, c'est pas diffusé encore, vous venez de sortir du studio, il n'y a pas de deal. Comment vous vous sentez? On se sent pas ravagé parce que ça a été quand même une belle expérience, mais t'as une claque d'en face puis tu te fais dire par, je pense qu'ils sont 5 dragons, Ouais. par 5 personnes qui croient pas en ton projet puis qui vont passer. Puis ce qui est un peu drôle avec tout ça, c'est qu'à la base, quand on s'était inscrit au dragon, c'était pas dans le but d'obtenir du financement, on n'avait pas besoin, honnêtement, c'était pour la publicité qui allait venir avec ça. Mais on est quand même préparé à pitcher notre projet, puis on avait quand même déjà des bons chiffres à ce moment-là. Fait que tu dis que pour toi, ta perception, c'est avec les dragons, ça l'a explosé, puis c'est sûr que ça l'a vraiment aidé, mais on était déjà en train de faire de la belle croissance parce qu'on avait commencé à dépenser quand même des bons dollars publicitaires sur Meta, sur peu importe les plateformes sociales. Puis là, on n'a jamais pensé au fait que ça se pourrait qu'on se fasse juste dire non à TV, genre. Puis là, surtout par 5 personnes du monde des affaires qui ont réussi en affaires. Exact. Puis tu sais, tu disais tantôt, je me garde que tu viennes, Will, au podcast, mais moi, mon idole à ce moment-là, c'était Ethan Sung, qui est le cofondateur de Frank & Oak, marque de vêtements pour hommes, maintenant pour femmes et tout. C'était comme les dieux du e-com à ce moment-là. Là. Il avait commencé à ouvrir des boutiques. J'étais comme, hey, s'il y a bien une personne qui va comprendre notre modèle d'affaires, c'est lui. Puis je m'en souviendrai tout le temps. Ils te regardent dans les yeux, là, ils sont sur la scène, puis ils font, ouais, je crois pas du tout à ton projet. Puis ton facile est trop facilement copiable. Puis je comprends pas comment que des clients vont s'attacher émotivement à une marque d'études de téléphone. Donc pour ça, je vais passer. Là, t'es comme, oh shit, ok, ok, c'est bon. Fait qu'après, la route pour redescendre à Québec, je t'avouerai qu'il y a plein de pensées qui te viennent en tête, mais à un moment donné, tu te dis, hey, on le fait pas pour eux, on le fait pour se le prouver à nous aussi. Fait que ça a été ultimement de la motivation qui nous a dit, je me souviens, quand on est sorti de l'enregistrement, ils viennent te voir comme behind the scenes avec la caméra, puis ils disent, tu sais, as-tu quelque chose à dire? Puis j'ai dit, ben, on va leur prouver qu'ils avaient tort. Puis ben, un an plus tard, on avait atteint les objectifs qu'on avait dit qu'on allait atteindre. 2 ans plus tard, on les avait défoncés. 3 ans, puis j'ai recroisé Dominic Brown un peu plus tard, puis il m'avait dit, aïe, vous aviez raison. Puis j'étais comme, yes. Mais justement, c'est quoi ce feeling-là de pouvoir lui dire à Dominic Brown, ben, vois-tu, on avait raison? C'était super drôle comme moment, puis j'adore ce gars-là. On s'est vu une couple de fois, mais le feeling, c'était pas genre, hey, je t'avais dit que ça allait se passer. C'est comme juste le feeling pour nous-mêmes à l'intérieur de dire on est capable de le faire, puis on n'avait pas besoin d'aide de quiconque. Là. Est-ce que, quand même, est-ce que vous avez pris quand même comme leur commentaire? Tu as donné l'exemple, c'est facile à recopier, c'est difficile de bâtir une communauté autour de ce type de produit-là. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous avez décidé de travailler pour que ce soit plus un problème? Ben, c'était déjà des choses qu'on travaillait, puis à tête reposée après, pendant notre pitch, on s'est dit, ben, si on dit ça, c'est à cause qu'il manquait soit des informations dans la manière qu'on a expliqué des choses, parce que les points qu'il mentionnait, c'était pas vraiment réel, parce qu'on était déjà capable de répondre à certaines de ces questions-là. Fait que ça l'a juste confirmé qu'il fallait avoir plus de fallait travailler le pitch, dans le fond, un peu. OK. Exact. Puis le pitch, là, c'était dans un contexte télévisuel que t'as 1 minute pour faire ton elevator pitch, puis après ça, c'est comme plein de questions. Plein de pression aussi, là. Ouais, ça, à un moment donné, tu l'oublies, là. Il y a juste quand tu descends les marches que là, tu sens
l'adrénaline qui augmente, mais à un moment donné, ça devient plus casual. Puis, OK. Tu as dit que pendant l'expérience des Dragons, vous avez réalisé par après que vous n'aviez pas nécessairement besoin d'investisseurs. Est-ce que tu sens est-ce qu'il y a une possibilité, tu penses qu'eux l'aient senti aussi, qu'au final, vous n'aviez pas nécessairement besoin d'eux, puis qu'ils ils vous ont dit non parce que vous n'aviez pas besoin d'eux au final? je pense pas, non. T'sais, on aurait pu avoir besoin d'eux. Ethan, justement, de Frank Mhm. Oak, il aurait été super utile pour notre croissance. Dominic Brown aussi. Bref, peu importe les Dragons, je pense que ça reste des personnes qui ont réussi à bâtir des belles choses. Fait que ça aurait été un peu bizarre pour nous de dire hey, on n'a vraiment pas besoin d'aide. Fait que je pense pas que c'est pour ça. Je pense que réellement, ils croyaient juste pas tant Ils au croyaient modèle. vraiment Je sais pas. pas. OK. Mais c'est le fun que maintenant, Ouais. au moins, vous ayez réussi puis Ouais. qu'il y avait tort. Une question que j'adore poser à tout le monde qui passe par ton siège, c'est quoi le but ultime avec Case Me? Est-ce qu'il y a un moment où toi et Gabriel, vous allez pouvoir vous mettre les deux pieds sur le bureau puis dire mission accomplie, on a réussi? Excellente question. C'est une Euh, question un peu à deux volets, fait qu'on pourrait commencer, mettons, juste avec c'est quoi le but ultime? Est-ce qu'il y en a un but ultime avec Case Me? pour vrai, c'est tellement un projet qui a grandi avec le temps. T'sais, là, on est à notre 9e année. On retourne de là 9 ans. Est-ce que j'aurais cru que Case Me serait où est-ce qu'on est aujourd'hui? La réponse, c'est non, pas du tout. Mhm. Puis quand on fait l'exercice de faire un plan stratégique sur 3 ans, sur 5 ans, puis encore en ce moment, je me dis, ça va être quoi Case Me dans 3 ans? J'ai de la misère à te le dire, mais actuellement, on est en train de toucher à une nouvelle opportunité d'affaires qui est l'ouverture de nos boutiques physiques. À la base, justement, il y a 9 ans, tu m'aurais dit, Will, en 2024, bientôt 2025, tu vas avoir 4 magasins en plus de ton site Internet. Pendant tellement d'années, on se disait, nous, on était une compagnie e-commerce, puis on fait juste ça. Mhm. Euh, Puis ce qui est beau avec le temps, c'est que plus que tu grandis, plus que tu réalises que tu connais rien. Fait qu'on a commencé justement à faire des tests comme les boutiques. Euh, Fait que le but ultime, je te dirais que c'est de bâtir une entreprise euh, pour laquelle on est fier de faire ce qu'on fait, puis d'avoir une équipe de gens qui sont passionnés, de gens qui grandissent là-dedans, d'avoir un impact positif sur ta communauté, sur la vie des gens que tu peux toucher de près ou de loin, euh, puis de le faire avec passion, puis d'avoir du fun. T'sais, c'est important on dirait que des fois, quand ta business a grandi, tu deviens rapidement à avoir beaucoup de... En fait, ta vie, souvent, c'est de régler des problèmes, là. Ouais. Puis tu peux te perdre là-dedans de te dire, OK, j'ai-tu encore du fun à faire ça? Puis si la réponse c'est non, ben comment tu peux réavoir du fun? Puis je dirais que cette transition-là, je l'ai eue là, peut-être 2 ans après la COVID, la COVID, ça a été exceptionnel. Le après-COVID, pour des compagnies de commerce en ligne, ça a été Ça a difficile été pour rough. plusieurs d'entre nous. Puis là, tu te dis, OK, genre, je fais quoi avec cette entreprise-là? Puis je pense que c'est dans l'adversité comme ça que des fois, tu réalises peut-être des petites opportunités que tu peux aller faire. Puis nous, ça a commencé de dire, on va ouvrir un pop-up, donc une boutique éphémère à Laurier, Québec. Mhm. Puis finalement, la réponse a tellement été incroyable. Il y avait un line-up de comme 150 personnes Je devant m'en la souviens, boutique. ouais. C'était fou. Puis là, on s'est dit, OK, on touche de quoi? On a réussi à trouver un premier local à Laurier qui coûtait pas très cher, avec un emplacement un peu douteux à base, mais finalement, ça a été super bon. On s'est mis où le food court. Ouais. Puis ce local-là était inloué depuis peut-être 1 an et demi, Ouais, 2 puis ans. il a changé il me semble qu'il avait changé plusieurs de magasins Ouais. avant ça. Là, ouais. Mais tu sais, ce test-là, on l'a fait de façon le plus low cost possible. Puis la réponse a été super bonne. On a itéré avec une deuxième version de la boutique, qui est celle qu'on a aux Galeries de la Capitale, avec un concept qui est axé sur la personnalisation en magasin, puis une expérience visuelle qui est totalement différente que la première boutique. Puis ça aussi, ça performe bien. Puis là, on s'est dit, OK, est-ce que c'est juste un trip qu'on en rouvre 2, 3, ou genre on tient vraiment un modèle d'affaires qui pourrait être scalable partout au Québec, au Canada, aux États-Unis? Je te pose la question, juste. Ouais. Ben, en ce moment, je dirais qu'on est dans nos premiers balbutiements de
ce plan de match-là. Mais là, à ce jour, on est rendu avec 4 magasins, puis on a l'objectif d'en ouvrir 12 d'ici la fin de 2026. Fait que le roadmap est quand même clair dans notre tête sur vers où qu'on va aller faire différents tests de marché. Puis si ces 12 boutiques-là, dans 2 ans, sont performantes comme on le pense, ben... Sky is the limit. Ben, sky is the limit, mais aussi, comme, on sait pas, genre, on verra rendu là. Fait que je pense de te faire des plans de match qui sont axés sur du court, moyen, long terme, c'est intéressant, mais en 1 an, il peut tellement se passer de choses que c'est important aussi de ne pas te faire un plan de match qui est trop loin, selon moi, parce que tu peux te perdre là-dedans. Là. Le but de Passionné, c'est de présenter des entrepreneurs puis de leur passion qui leur font rouler à 100 000 à l'heure, mais aussi celles qui leur permettent de refaire le plein. Ça, après des gros rushs, après des grosses semaines, qu'est-ce qui leur permet de refaire le plein puis de recharger les batteries? En ce moment, l'épisode va être diffusé au printemps, mais on est au mois de novembre pour l'enregistrement. Un petit peu avant Black Friday. Le début du rush de Noël doit s'approcher. Il est déjà là. Il est déjà là pas mal, hein, j'imagine. Fait que, j'imagine que tu as des grosses semaines ces temps-ci. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est sûr que c'est des grosses semaines. Ouais. Est-ce que tu as le moyen, le temps de respirer? Est-ce que c'est quelque chose qui était difficile pour toi de trouver le moyen, justement, de te séparer de la job, si on veut, dans ces gros moments-là? À un moment donné, il faut que tu fasses la paix avec le fait que tu vas souvent penser à ça. Après, est-ce que tu es obligé d'être devant ton laptop à travailler? Ça, c'est une autre chose. Mais de faire la paix avec le fait que mon cerveau, il spin tout le temps par rapport à des choses de job, mais est-ce que je suis capable de décrocher? La réponse, c'est oui. Puis oui, c'est des grosses semaines d'un point de vue charge mentale, parce qu'on est en livraison de certains magasins, on est en négociation sur des baux avec certains centres d'achat pour la prochaine année. Mais la réalité, c'est que je travaille pas 60 heures par semaine ou 70 heures. Cette vision-là que pour réussir ou être performant, il faut que tu travailles beaucoup. Moi, j'y crois pas vraiment. Fait que j'essaye vraiment d'avoir une bonne balance entre ma vie personnelle, ma vie professionnelle. Je suis une personne très sociable. Ça fait que moi, je recharge beaucoup mes batteries à voir du monde, à faire des voyages avec ma femme. Aussi niaiseux que cuisiner. Moi, je suis un grand fan de cuisine. Ça fait que le soir, à partir de 5 heures, je ferme souvent mon ordinateur, puis c'est comme, OK, là, je vais prendre le temps de cuisiner un bon repas. Je pense on n'a pas d'enfant, nous, mais on a un chien, puis je trouve que mon chien m'aide vraiment, quand tu joues avec ou tu vas prendre une marche, à avoir des moments de gratitude, puis de répit? Pas de répit, mais plus que tu penses au moment présent d'attitude. Fait que c'est ça, je pense, c'est de trouver des choses dans ton quotidien qui te permettent de te rendre dans ce stade mental-là de j'y pense pas vraiment à job. Fait que moi, c'est autant entraînement que aller faire du vélo de montagne, aller faire du kayak. Le sport, pour moi, est super important pour ma paix d'esprit. Puis c'est ça. J'ai... Avant d'enregistrer, tu disais que en fin de semaine, tu allais travailler beaucoup sur ton terrain chez vous. Ben ça, est-ce que tu vas réfléchir à la job quand même en travaillant les plates-bandes puis en ramassant les feuilles? Ben, tu vois ça, j'aime vraiment ça, faire ça, parce qu'on dirait que Donc souvent, je me mets des podcasts ou de la musique, puis c'est quelque chose que j'aime faire, de travailler physiquement aussi. Mais non, j'y penserai. Ben, c'est sûr, je vais y penser un peu, mais c'est pas grave, tu sais, j'aime ça, puis je suis dans un bon mood. Ce qui est tannant, c'est quand il y a des moments plus difficiles, que là, c'est plus vraiment du négatif qui peut spinner dans ta tête, mais ça fait partie de la game, puis c'est d'apprendre à gérer ce genre d'émotions-là. Avec qui tu voudrais prendre un café? Ça peut être une personne décédée ou en vie. C'est une autre question que j'aime poser à beaucoup de gens. Tu as parlé du gars derrière Frank & Oates. J'imagine peut-être qu'il est dans la liste. Mais s'il y avait une personne, tu as une occasion d'aller prendre un café une demi-heure ou 1 heure avec cette personne-là, ça serait qui? Mais tu vois, moi, ça, c'est un mindset que j'essaye de faire ça. T'sais, on s'est bâti un comité aviseur de 3 personnes exceptionnelles qui nous donnent un coup de pouce. Puis je pense, dans la vie, il faut pas... Un genre de CA?
C'est un Ouais, peu ça? Un CA c'est non comme officiel, genre? exact, Ok. c'est un CA sans l'aspect légal derrière le conseil d'administration. Puis on s'était mis, tu sais, des personnes qu'on se Une disait, bucket hey, list, genre? ouais, OK. puis finalement, tu réalises qu'en faisant des approches par LinkedIn ou peu importe, les gens veulent aider. Ça fait que pour ta question du café, je pense que j'aime prendre le temps de jaser avec n'importe qui, n'importe quand. Euh, mais c'est une excellente question. Qui est-ce que j'aimerais ça? Ben, mettons, sur la bucket list, là, y en avait-tu un en particulier qui est sur la liste que tu as out ou qui était sur la liste que vous avez pu cocher puis que vous êtes vraiment content d'avoir eu? Ben oui, tu sais, on a Louis-Félix Boulanger qui est le cofondateur de Bon Look, les lunettes. Ils ont un modèle d'affaires qui est quand même similaire à ce qu'on Comparable, avait. ouais. Puis moi, ce gars-là, je le voyais comme le kingpin. Puis la semaine passée, on est allé dîner ensemble. Puis on jase de tout et de rien. Ça fait que ça, c'est vraiment le fun. Mais pour répondre à ta vraie question, avec qui j'irais quelqu'un de mort. Ça peut être J'étais quelqu'un un décédé. grand fan quand j'étais kid. J'ai fait des présentations orales là-dessus à l'école. Léonard de Vinci. Ah Je trouve ouais, que c'est un ok. personnage qui m'a tout le temps qui a fait travailler mon imaginaire comme un monsieur qui a inventé des machines incroyables dans des années que rien n'existait. Là. C'est comme fou. Sinon, ben, il y a un gars, niveau business, le fondateur de Gymshark. Ok, ouais. Les vêtements Ouais. d'entraînement. Au UK, je trouve le gars, il doit avoir à peu près notre âge, puis ce qu'il a réussi à bâtir est complètement débile. Fait que ouais, c'est le genre de deux personnes avec qui que C'est j'irais. des très belles réponses. En Ouais. tout cas, si jamais ça se planifie, tu m'enverras une invitation. Parfait. J'aimerais ça être là. Léonard, je te Surtout avec dirais. Léonard, ouais, ça serait belle fun. Ça, c'est une question que. Parce que moi, je fais beaucoup de réseautage, puis une question que je trouve qu'on pose pas assez, mais qu'on pose de plus en plus. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider en tant qu'entrepreneur? Fait que oui, acheter tes produits, oui, référer à quelqu'un qui cherche un étui, mais est-ce qu'il y a quelque chose que moi, en tant qu'entrepreneur, je peux faire pour aider William Giroux, l'entrepreneur? L'humain Ouais. entrepreneur. Moi, spécifiquement, c'est dur à dire, mais tu m'aiderais en donnant justement au suivant de comme aller parler de faire des connexions qui sont authentiques avec du monde. Parce que tu sais jamais quand est-ce que tu peux aider quelqu'un puis que tu n'es même pas au courant qu'il en avait de besoin ou que cette conversation-là a pu semer une graine dans sa tête qui fait qu'il va peut-être passer à travers une épreuve qu'il est en train de vivre. Fait que de prendre le temps d'avoir des connexions avec du monde, comme tu dis, tu fais du réseautage, c'est tel que tel, mais de prendre du temps de qualité, d'aller prendre un café avec quelqu'un puis qui t'explique justement ses enjeux. Moi, c'est de quoi que je me suis fait aider pendant mes 9 années de business, de comme reach out à quelqu'un qui ne doit rien, cette personne-là, mais elle prend 30 minutes de sa journée ou des fois 1 heure à t'aider, à t'écouter. Moi, c'est de quoi que j'aime faire à l'inverse aussi, puis de pouvoir aider les gens. Ça fait que je dirais de donner au suivant, mon cher, ça serait tout à ton honneur tout le temps. Là. J'adore ta réponse. Puis c'est vrai qu'en réseautage, on ne sait jamais avec qui à qui qu'on peut croiser. Comme moi, il y a quelques jours, j'ai croisé ton frère par hasard, tout simplement. Fait que c'était un très beau hasard. Fait que, ça démontre bien. Vraiment, William, merci énormément d'avoir accepté mon invitation puis d'être venu me jaser ce matin. Je l'apprécie vraiment. Je suis super content. Ben, ça fait très plaisir, Oli, puis merci de l'invitation. C'était une belle conversation. Puis bon succès dans ton beau projet de podcast, ta business. C'est vraiment nice ce que tu fais. Fait que, merci. Continue ça. Merci. Merci d'avoir été à l'écoute jusqu'à la toute fin de cet épisode. Je l'apprécie énormément. Si tu es encore là, c'est probablement parce que tu as apprécié ce que tu as entendu. Alors pourquoi pas le démontrer en aimant avec le pouce en l'air si tu es à l'écoute sur YouTube ou sinon avec la note 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Et si tu as vraiment apprécié ça, envoie l'épisode à quelqu'un de ton entourage que ça pourrait inspirer. C'était Olivier GD. À bientôt.